Je me présente, je suis Tamer Hamdan, je suis le Tamer Hamdan pour les arabophones, coprésident de FPAM, Financement Participatif Afrique et Méditerranée. Je suis également fondateur de deux plateformes de crowdfunding, Afriquity et Cofundi. Je serai l'un des animateurs de ce webinaire aux côtés de mes camarades et administrateurs de FPAM. Je vais les citer rapidement, mais je les laisserai en tout cas tout à l'heure se présenter. Donc, il y aura Madame Douja Harbi, Monsieur André Jeunet, Michel Kalusinski et Fortuné Alouma. Une petite pensée pour notre camarade Saïd Bourgige, qui devait être parmi nous aujourd'hui, mais qui a dû s'absenter pour des raisons personnelles. Rapidement, qui sommes-nous? Qui est FPAM? Donc, c'est une association à vocation internationale qui œuvre depuis sa création en 2014 dans la promotion du crowdfunding et ses bonnes pratiques en Méditerranée et en Afrique. Nous fédérons plusieurs acteurs, des plateformes de crowdfunding et beaucoup notamment de projets de plateformes, de porteurs de projets de plateformes de crowdfunding. Il y a aussi des experts du développement économique et territorial, mais aussi plusieurs acteurs des écosystèmes, des incubateurs, des programmes d'accompagnement et autres. Nous avons mené d'ailleurs depuis 2014 plusieurs événements à grande envergure. Nous avons initié les premières rencontres du crowdfunding en Méditerranée à Marseille en 2014 et nous avons animé les premières éditions. Nous avons organisé l'un des premiers forums du crowdfunding sur le continent. C'était en 2016 à Tunis. En 2018, nous avons organisé donc, le forum du crowdfunding en Afrique à Dakar au Sénégal. D'ailleurs, je sais que nous avons parmi nous aujourd'hui quelques amis du Sénégal que je salue. Et nous avons d'ailleurs organisé d'autres rencontres beaucoup plus restreintes, notamment en 2017, un séminaire international sur l'adaptation des cadres réglementaires pour l'adoption du crowdfunding en Afrique en Méditerranée, qui a réuni plusieurs représentants de régulateurs à la fois européens et africains. Et nous avions déjà parmi nous, à ce moment-là, des représentants des régulateurs marocains, tunisiens, du Kenya, du Nigeria, du Sénégal, du Rwanda et bien d'autres, et du Cameroun, en tout cas, et bien d'autres pays amis africains. Je souhaiterais profiter de cette occasion pour remercier notre partenaire Redinov. C'est un programme lancé par Red Start Tunisie grâce au soutien financier de l'Union européenne à travers le programme Innovi et Expertise France. Ce partenariat a notamment pour objectif de promouvoir des mécanismes de financement innovants, notamment par la formation sur le financement participatif et l'accompagnement pour le lancement de nouvelles plateformes de crowdfunding. Alors, je ne peux pas m'empêcher de démarrer ce webinaire sans une citation de Victor Hugo qui est très chère à mon ami André Jeunet. Il n'y a rien au monde d'aussi puissant qu'une idée dans l'heure est venue. Cette citation, je pense, décrit parfaitement une conviction que nous avons chez FPAM qui est que l'heure du crowdfunding au Maroc et en Tunisie est enfin venue. En effet, ces deux pays ont engagé un travail réglementaire depuis déjà quasiment plus de 4 ans. Ce travail a abouti à 2 projets de loi sur le crowdfunding dans chacun des pays, des projets de loi qui ont, à ma connaissance, reçu un vote unanime de la part de chacun des parlements. C'est rare, je pense, dans nos pays que nos politiques s'accordent sur un même projet. Donc, il faut le signaler. Et nous attendons en tout cas un travail complémentaire, notamment sur les décrets d'application, des sujets qu'on va aborder avec nos intervenants et invités tout à l'heure. Bien évidemment, un cadre réglementaire, c'est une grande étape nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour un tel outil puisse atteindre sa puissance maximale d'impact de développement. Aujourd'hui, nous savons que dans nos pays, et notamment dans le contexte actuel, nous avons besoin d'innover, notamment en termes de financement, pour financer les porteurs de projets économiques, les startups, les entreprises.
renforcer la solidarité, notamment dans le contexte de crise sanitaire que nous vivons, soutenir les sociétés civiles. Tous ces projets, tous ces porteurs de projets ont besoin aujourd'hui de financement et malheureusement, nos pays manquent de solutions, parfois de financement qui soient adaptées à tous ces créateurs, à tous ces porteurs de projets. Alors, rapidement, ce webinaire va s'articuler autour de 4 séquences fortes. Un premier temps de parole qui sera consacré donc, à l'état d'avancement des régulations au Maroc et en Tunisie avec des représentants des régulateurs. Un second temps qui va permettre d'échanger avec 2 plateformes, Shaqaqa et Woulouj, une plateforme tunisienne et une plateforme marocaine, pour exprimer en tout cas leurs attentes par rapport aux réglementations, mais aussi nous dire quelle a été un petit peu leur expérience sur le terrain avant la réglementation et pourquoi pas leurs attentes après la mise en place de cette réglementation. Nous avons un temps de réflexion sur les conditions d'une dynamisation et de transformation réelle du crowdfunding pour le développement des territoires au-delà de la réglementation. Et un dernier temps pour commencer et lancer les débats sur vraiment des premières propositions d'action, en tout cas faire appel un petit peu à l'intelligence collective pour dessiner quelles sont les actions sur lesquelles on doit intervenir pour s'assurer, en tout cas, du développement du crowdfunding à la fois en Tunisie et au Maroc, mais tout en élargissant cette réflexion au-delà de la Tunisie et du Maroc sur les autres pays d'Afrique. Certes, aujourd'hui, le Maroc et la Tunisie ont été des pays pionniers en termes de réglementation et j'espère qu'ils seront un exemple pour nos amis africains pour avancer sur ce chemin. André, si tu souhaites compléter par quelques mots. Juste un mot peut-être, donc André Jeunet, co-président aux côtés de Tamer, qui est le vrai pilote. Le crowdfunding ou financement participatif, c'est quelque chose d'universel. La technique, évidemment, est universelle, mais surtout, l'aspiration des populations, elle est universelle. Les gens, dans nos différents pays, à notre époque, ont envie de responsabilité, ont envie de faire des choix directs. Alors c'est vrai sur le plan de la démocratie, etc. On a des sociétés civiles très, très actives dans tous ces pays, mais c'est vrai aussi sur le plan de l'engagement financier. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate avec beaucoup de bonheur. Les aspirations sont là, et donc il faut qu'on propose un cadre qui permette un engagement dans de très bonnes conditions de toutes ces volontés individuelles, de toute cette redistribution de responsabilités. Et donc, on a la chance d'avoir 150 inscrits, ça montre les besoins, ça situe notre responsabilité et bonne réunion. Voilà. Et donc, je signale que j'anime un groupe de travail international sur les nouvelles solutions financières territoriales qui permettent justement de mobiliser toutes les ressources des territoires, y compris l'argent qui trop souvent va s'investir en dehors du territoire. L'épargne locale souvent s'investit ailleurs. Et donc, on est à une époque où le territoire, c'est un moyen de traiter, de gérer et de tirer le meilleur profit local de toutes ces ressources financières, mais à travers la finance humaine, bien sûr. Merci André. Quand vous l'avez marqué, André est très modeste, mais c'est un grand expert du développement territorial et il animera la 3e séquence dédiée à cette thématique tout à l'heure. Alors, sans trop tarder, avec Doujag Gharbi, nous allons donc lancer le premier temps. Le premier temps sur l'état des lieux des réglementations du crowdfunding au Maroc et en Tunisie. Je souhaite remercier nos 3 invités, nos 3 intervenants. Honneur aux dames, donc je commençais par Madame Rima Ayedi, directrice à la Direction générale de la stabilité financière et de la prévention des risques à la Banque centrale de Tunisie. Nous avons également parmi nous M. Zakaria Nachid, chef de service des instruments de financement sectoriel à la Direction du Trésor et des finances extérieures du Maroc, et également
Monsieur Mahdi Ben Mostfa, chef du département de la communication, de l'éducation financière et de la documentation au Conseil des marchés financiers de la Tunisie. Alors, première question que je vais adresser à chacun parmi vous. Où en sommes-nous dans le processus de régulation du crowdfunding? Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui et quelles sont les prochaines étapes? Je vais demander à M. Zakaria Nachid de commencer. À vous l'honneur, Monsieur Nachid. Merci Tanner, André. Donc, je suis très ravi aujourd'hui d'être parmi vous. Je pense que c'est ma deuxième participation à un événement qui est organisé par le FPAM, qui est très, très actif dans ce domaine et que je tiens à remercier. Donc, pour répondre à votre question, comme vous l'avez signalé dans l'introduction, je pense que vous avez mis en quelque sorte les jalons et les grandes étapes de ce chantier de mise en place de cet instrument de financement. Et aujourd'hui, vraiment, c'est un couronnement en quelque sorte, puisque au préalable, il y avait beaucoup de travaux, il y avait des groupes de travail qui ont été mis en place, que ce soit entre les régulateurs, que ce soit entre l'écosystème. Donc, pour parler un petit peu de l'expérience marocaine, donc déjà le projet, comme vous avez cité, ça fait environ 3 à 4 ans que ce projet était dans le pipeline des chantiers qui ont été portés par le ministère des Finances en coordination avec l'autorité marocaine des marchés de capitaux et la Banque centrale. Également, c'était le fruit d'un travail qui a été lancé ou amorcé avec un groupe de travail de l'écosystème. Donc, il y avait vraiment un portage des professionnels et des acteurs qui étaient en quelque sorte une force ou une cheville ouvrière pour militer à la mise en place de ce chantier. Donc la direction de Trésor par la suite, elle a pris je dirais, le projet initial et l'a recadré par rapport, je dirais, au fonctionnement de cet instrument. Donc aujourd'hui, on peut dire que la loi, elle est déjà votée. Donc elle a été votée, elle est publiée au bulletin officiel. Donc effectivement, la loi, elle est entrée en vigueur. Et comme vous avez bien souligné tout à l'heure, donc il y a des textes d'application qui devront sortir prochainement. Et donc nous avons en quelque sorte anticipé et nous avons démarré le travail de préparation des textes d'application bien en avant. C'est-à-dire que en profitant, parce que comme vous savez tous, l'année 2020, c'est une année très particulière. Donc tout le monde sait comment ça s'est passé. Donc pendant ce moment-là, en quelque sorte, avec l'appui de nos partenaires, d'un bailleur de fonds, donc on a mis un groupe de travail entre les régulateurs, entre la direction de Trésor, l'autorité marocaine de marché de capitaux et la Banque centrale pour travailler sur les textes d'application. Et aujourd'hui, donc, on est vraiment à un stade très, très avancé dans la finalisation de ces textes qui vont être mis dans le circuit prochainement. Donc, en quelque sorte, on a souhaité que la loi soit en quelque sorte opérationnelle juste après sa publication. Et donc, le temps d'adoption et tout, c'était pas une période creuse, mais c'était aussi une période de travail. Donc, ça, en ce qui concerne l'état des lieux, et peut-être pour les participants, je sais que au Maroc, on n'a pas utilisé le mot participatif, donc on parle de financement collaboratif. Donc, pour ne pas, parce que déjà le participatif, il est déjà réservé pour tout ce qui est financement qui sont conformes au principe de la charia, où il reçoit l'avis de conformité de notre Conseil supérieur des ulama. Et le mot qui est utilisé, l'équivalent de financement participatif en France, au Maroc, c'est le financement collaboratif. Et dans le projet de loi, peut-être on va en discuter tout à l'heure, mais le projet de loi, il définit 3 catégories. C'est le modèle international, tout ce qui est investissement, financement en equity, tout ce qui est prêt, financement à travers des crédits qui sont accordés à travers des plateformes et des dons. Donc, c'est ça qui fait la particularité du crowdfunding parce qu'en quelque sorte, on y trouve tous les instruments pratiquement du secteur financier. Donc, c'est un instrument qui est très novateur et qui permet de répondre à des problématiques, je dirais, essentielles durant la phase la plus critique de financement de l'entreprise, qui est le démarrage, l'amorçage. Et on sait très bien que pendant cette période, il y a une aversion du risque, il y a une asymétrie d'informations entre les financeurs, je dirais, traditionnels ou conventionnels et les porteurs de projets. Et donc, ce modèle de crowdfunding, nous,
comme en termes de conceptuel, c'est un instrument complémentaire par rapport aux autres instruments qui ont été mis par l'État. Hein. Je cite à titre d'exemple au Maroc, ça fait plus d'1 an, on a lancé le programme Intelaqa. C'est un programme qui cible notamment l'entrepreneuriat avec des conditions très avantageuses. Hein. Pour donner une indication, le taux d'intérêt appliqué aux projets qui sont portés par des jeunes ne dépasse pas les 2% dans le milieu urbain et 1,75% pour le milieu rural. Et donc, l'instrument du crowdfunding, c'est une autre brique, en quelque sorte, qui vient compléter tout ce qui a été fait et intervenir dans des phases, je dirais, critiques de l'idéation ou de la conception d'un projet qui peut être complété dans une logique de chaîne de valeur, de chaîne de financement globale qui aille de la conception, de l'idéation jusqu'à l'amorçage, la croissance et le développement. Donc, nous, on le positionne dans cette démarche-là. La loi telle qu'elle a été adoptée par le législateur, donc elle ouvre, je dirais, elle prévoit un montant plafond de financement à travers cet instrument qui est de 10 millions de dirhams par an. C'est l'équivalent de 1 million d'euros sans dépasser 2 millions d'euros, donc 20 millions de dirhams. Donc, en considérant, c'est des montants assez importants qui ouvrent un potentiel de développement pour l'instrument. Aussi, la loi, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a utilisé le benchmark international. On a essayé de voir la pratique à l'international en tenant compte, bien sûr, des spécificités sur le plan national. Et on a créé des statuts spécifiques. Il y a ce qu'on appelle la société de financement collaboratif. En quelque sorte, c'est elle qui devrait gérer des plateformes. Donc, c'est les plateformes électroniques qu'on appelle les plateformes de financement collaboratif avec ces différentes catégories. Et on a opté plus avec une spécialisation, c'est-à-dire qu'on aurait des plateformes d'investissement, des plateformes de dons et des plateformes de prêts. La loi qui est composée de 70 articles, elle met plus l'accent sur l'équilibre entre flexibilité et sécurité, aussi en mettant l'accent sur l'exigence de l'information, parce que c'est ça le nœud en termes entre investisseurs d'une part et contributeurs et porteurs de projets. Il a essayé de donner le maximum d'informations tout en respectant le modèle de base du crowdfunding, parce que c'est un financement par la foule. Donc, et la foule, elle doit être avertie, elle doit être informée de tout ce qui concerne le projet à travers ce qui a été prévu dans la loi, ce qu'on appelle une note d'information. C'est comme ce qu'on fait dans l'APE, mais qui est très allégé par rapport aux exigences d'appel public à l'épargne en quelque sorte. Donc vraiment, c'est un instrument qui est adapté à cette catégorie de population et principalement, elle vise tout ce qui est jeune entrepreneuriat, soutien de l'entrepreneuriat, exploiter tout le potentiel du digital. Et on l'a vu, la crise l'a démontré, le digital constitue un instrument puissant pour faciliter ce qui était qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Donc c'est ça. Zacharias, juste de précision, si tu permets, est-ce que le crowdfunding au Maroc va aussi financer d'autres projets que les projets entrepreneuriaux, même si je sais qu'en tout cas il y a l'accent a été mis sur les projets économiques, les projets innovants. Est-ce que des projets de la société civile, est-ce que des projets culturels demain pourront être financés par le crowdfunding au Maroc? Première question. Et deuxième, avec une réponse, s'il te plaît, la plus courte possible pour qu'on puisse faire intervenir nos autres intervenants. Qui sont les régulateurs demain au Maroc qui vont, je vais dire, chapeauter, en tout cas réguler les plateformes du crowdfunding au Maroc? Donc, pour répondre rapidement à tes questions, Tamer, c'est en premier, la loi, elle ouvre la possibilité au financement de ces opérations. Donc, d'ailleurs, le don, on ne cherche pas de rentabilité. Donc, typiquement, c'est un modèle de financement qui est adossé à tout ce qui est projet créatif, la libération de la créativité des jeunes, les projets culturels. Donc, la loi, elle permet de financer ce genre d'opérations. Par rapport à la deuxième question, donc, dans la loi, chaque type de plateforme, il sera régulé par un régulateur. Par exemple, pour l'investissement, les plateformes d'investissement, c'est l'autorité marocaine des marchés des capitaux qui serait l'autorité chargée de donner déjà
l'agrément des sociétés de financement collaboratif et l'agrément des plateformes de financement collaboratif, et qui va suivre toute la régulation de cette catégorie de financement collaboratif. Les deux autres, tout ce qui concerne le prêt et le don, ils vont être supervisés par la Banque centrale, par Banque El Maghreb. Donc, tout ce qui concerne les demandes d'agrément, les demandes, je dirais, de validation, ce qu'on appelle les règlements de gestion de chaque plateforme, ils seraient pour ces deux catégories, de dons et de prêts, du ressort de la Banque centrale. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Zakaria Nachid. Je passe la parole à Douja. Oui, merci beaucoup, Monsieur Nachid. Justement, je reviens un peu à la Tunisie. Madame Lim Aïedi, qui représente la Banque centrale, Sima Ben Mosfa, respectivement, vont parler un petit peu de ce qui se passe en Tunisie en termes de où est-ce qu'on en est dans la loi qui a été d'ailleurs votée, je pense, 3 mois après le Maroc. Voilà, et tous les deux, ils avaient participé à la task force qui a travaillé sur la loi depuis le début. Donc, Madame Lim, je vous demanderai de commencer pour nous dire un peu où est-ce que vous en êtes. Et puis, voilà, bien sûr, vous allez parler des régulateurs et de ce que la loi nous a mis aujourd'hui en Tunisie pour le crowdfunding. Donc, Madame Aïe dit ensuite Sima Ben Mosfa pour le CMF. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Et je tiens d'abord à remercier les organisateurs pour l'invitation et pour cette occasion d'échange, d'expériences et de rencontres. Alors, pour commencer, je commence un peu par l'état des lieux. Alors, la loi sur le crowdfunding a été promulguée en août 2020 et c'était le résultat d'un travail collaboratif entre le secteur public et le secteur privé, avec bien sûr l'assistance d'experts qui ont apporté leur expérience et leur expertise. Alors, si vous voulez, pour nous, le crowdfunding, c'est un instrument financier qui vient compléter et diversifier le cadre financier classique en apportant de l'innovation et une réponse aux besoins d'acteurs économiques qui sont peu ou bien pas inclus financièrement pour divers motifs. Alors, le crowdfunding permettra certainement à ces acteurs de mieux s'adapter au nouveau contexte économique, comme vous l'avez déjà dit, qui est caractérisé par une course vers l'innovation et la digitalisation. Pour la Banque centrale, de son côté, la Banque centrale a adhéré à cette vision et approuve la nécessité d'accompagner les mutations économiques par des instruments financiers innovants. Alors, je vais un peu présenter les grandes lignes de la loi sur le crowdfunding. Alors, l'objectif annoncé dans le premier article, c'est bien promouvoir l'investissement, l'entrepreneuriat, la créativité et l'innovation. Pour les spécificités de la loi tunisienne, peut-être il y a principalement 3 formes de financement en crowdfunding, qui sont le crowdfunding en investissement dans des valeurs mobilières, dans le régulateur et le conseil du marché financier, le crowdfunding en prêt dans l'autorité de contrôle et la Banque centrale de Tunisie, le crowdfunding en dons et libéralité dans l'autorité de contrôle et c'est l'autorité de contrôle de microfinance. L'ACM. Alors, pour donner un peu une idée sur les caractéristiques ou bien les conditions du prestataire en crowdfunding, la forme juridique exigée par la loi, c'est une société anonyme pour garantir un minimum de bonne gouvernance et 10 ans de transparence financière. Aussi, le prestataire de crowdfunding ne peut pas cumuler les 3 activités. Donc, il y a une spécialisation dans l'exercice de l'activité. Il ne peut pas aussi être une filiale de banque ou bien d'établissement financier ou bien d'institution d'assurance ou de microfinance. Alors, l'objet de, bien sûr, c'est connu, mais je tiens quand même à rappeler que l'objet de ces prestataires en crowdfunding, c'est la collecte de fonds.
La gestion de ces fonds se fait auprès d'un dépositaire qui est une banque ou bien l'Office national des postes. Toutes les opérations de collecte de fonds doivent être, pour garantir aussi la transparence et tout, doivent être effectuées par des virements électroniques ou bien tout système de paiement autorisé par la Banque centrale. Pour garantir ces fonds, en fait, la loi stipule que ces fonds ne peuvent pas faire l'objet d'une saisie au profit des créanciers de la société prestataire. Si vous voulez, pour la gouvernance de ces sociétés prestataires en crowdfunding, il y a des exigences en termes de qualification, de compétences des dirigeants. Aussi, il y a des obligations de ces prestataires vis-à-vis du public, des contributeurs, des porteurs de projets. Ces obligations se rapportent notamment à la nécessité de mise en place d'un dispositif de gouvernance efficace, l'identification des capacités financières, comme je l'ai dit, des contributeurs, surtout des porteurs du projet, et se rapporte aussi à la garantie de la protection des données à caractère personnel, parce que la plateforme, les gestionnaires de la plateforme auront accès à plein de données qui peuvent avoir un caractère personnel. Voilà, si vous voulez, on passe un peu aux conditions d'exercice d'activité du crowdfunding en prêt. L'activité est soumise à un agrément accordé par le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie. Les conditions d'octroi de cet agrément seront fixées par décret. Il se rapporte bien sûr au business plan, aux qualités des actionnaires et toutes les vigilances qui doivent être prises en compte pour assurer le bon fonctionnement de l'exercice de cette activité. Voilà, il y a aussi des mesures de précautions qui sont stipulées au niveau de la loi, qui sont surtout relatives à la lutte contre le terrorisme et la prévention du blanchiment d'argent. En fait, les sociétés prestataires en crowdfunding sont soumises aux obligations d'investigation et d'enquête prévues par la loi organique relative justement à la lutte contre le terrorisme et la prévention de blanchiment d'argent. Ce que je peux dire aussi, que la relation entre le prestataire, que la relation est contractuelle entre bien sûr le porteur de projet et les contribuables, les contributeurs plutôt. Madame Ayed, est-ce qu'une plateforme peut opérer plusieurs métiers du crowdfunding? Est-ce qu'une seule plateforme peut à la fois proposer du don et du prêt, par exemple, pour la Banque centrale? Non, non. En fait, il y a une spécialisation. Donc, une plateforme de prêt ne peut accorder que des financements sous forme de crowdfunding en prêt. Et de même pour les autres. Donc, il n'y a pas, le cumul des activités n'est pas permis par la loi. D'accord. Si Mahdi, si vous voulez bien nous parler peut-être de la partie equity, justement, est-ce que vous voulez bien préciser un peu les régulateurs, les différents régulateurs par thématique? Oui, donc bonjour à tous. Un grand merci aux organisateurs, notamment Fermer et à vous-même, Douja, ainsi que les autres membres de la FAM. Donc rapidement, juste par rapport à la loi, je dois préciser que la loi a été votée en août, au mois d'août. Actuellement, on est en phase définitive de préparation des textes d'application, c'est-à-dire les décrets qui vont préciser les conditions d'agrément et les conditions d'exercice. Ça ne va pas tarder, c'est à l'horizon de quelques semaines, grand max, même moins. Après, il y aura la troisième phase, qui est la préparation de textes d'application plus spécifiques, préparés par chacun des régulateurs, c'est-à-dire le Conseil du marché financier s'agissant du crowdfunding equity, la Banque centrale de Tunisie s'agissant du crowdfunding en termes d'octroi de KG et l'ACM, l'autorité de la microfinance, en ce qui concerne l'activité don, crowdfunding don. Donc, pour synthétiser ce que vient de dire ma collègue Madame Ayed de la Banque centrale, donc très rapidement,
la loi a été préparée en ayant comme idée maîtresse ou comme axes principaux la sécurité et la flexibilité. Donc la flexibilité étant donné que on a essayé de ne pas mettre un cadre très contraignant pour l'exercice de l'activité. Donc vraiment, il n'y a pas de conditions contraignantes pour demander l'agrément. On a même pour le crowdfunding equity pensé à quelque chose qui est tuniso-tunisienne. C'est une petite innovation, c'est d'octroyer une sorte d'agrément préalable aux institutions qui exercent l'activité financière. C'est-à-dire que les intermédiaires en bourse, les sociétés de gestion ainsi que les SICA, les sociétés d'investissement à capital risque qui gèrent pour le compte de tiers, peuvent exercer d'entrée l'activité juste après avoir fait une déclaration préalable au Conseil du marché financier. Ils n'auront pas à passer par un agrément. Donc ça, c'est pour la flexibilité. En revanche, on a opté également pour une forme de sécurité s'agissant d'une activité financière pour sécuriser les avoirs des clients, principalement, comme l'a évoqué Mme Ariadi, d'avoir un dépositaire, c'est-à-dire soit une banque, soit la poste, où l'argent sera mis, l'argent des contributeurs, ce dépositaire, donc banque ou poste, n'aura pas uniquement une activité de dépôt, ce ne sera pas uniquement le fait d'ouvrir un compte courant pour mettre l'argent, c'est également une activité de contrôle. Ils auront la main pour contrôler l'activité du prestataire en crowdfunding. Et donc, en cas d'irrégularité, en cas de problème, ils auront une obligation d'alerter les régulateurs. Autre forme de sécurité, c'est le fait d'avoir une certaine spécialisation. C'est-à-dire que chaque plateforme devra s'occuper d'un segment spécial du crowdfunding. Il n'y aura pas la possibilité d'avoir, donc, comment dirais-je, de cumuler les activités. Autre spécificité tunisienne, les projets, là ça rejoint une question qu'a posée FEM, devront avoir, disons, un horizon lucratif. C'est-à-dire que le crowdfunding, dans ses différents aspects, devra concerner des projets à but lucratif. Ça peut concerner des projets non adossés à des sociétés en ce qui concerne le don ou le crédit, par exemple. Par contre, dans le cadre de l'equity, ça ne peut concerner que des projets adossés à des formes sociales. C'est-à-dire que la contribution sera pour investir dans des actions, dans des obligations ou dans des sukuk, s'il y a des émissions de sukuk. Et en contrepartie, la personne ou bien le contributeur recevra donc un rendement. Autre spécificité, c'est le fait d'avoir plafonné, et là ça existe dans le monde, mais on a essayé en Tunisie d'avoir des plafonds benchmarkés par rapport à la réalité tunisienne, et non uniquement un benchmark international. Dans ce cadre, on a fait en sorte que, par exemple, bon, je parle de l'equity, les montants ne devraient pas dépasser, a priori, ce sera fixé par le texte réglementaire, mais le 1 million de dinars, l'équivalent de 300 000 euros, 350 000 euros. Pourquoi? Parce que c'est une barrière qui permet, au-delà de 1 million, de s'introduire sur le marché alternatif, l'équivalent d'Internex ou des marchés alternatifs dans le monde, c'est-à-dire des marchés dédiés à des PME ou à des startups. Donc, on considère que le crowdfunding devrait être un financement d'appoint préalable à une introduction en bourse ou en accompagnement d'un financement via le capital risque. Donc, pour avoir toute la chaîne de financement. Donc, grosso modo, c'est les principales caractéristiques de la loi tunisienne. Merci beaucoup, Mahdi, pour votre intervention et ces précisions. Michel, donc, qui aujourd'hui anime et modère le chat, me fait signaler qu'il y a quelques questions du public. Michel? Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde. En fait, ce sont des questions qui s'adressent en fait aux régulateurs des deux pays, Tunisie et Maroc, techniques, et que j'entends bien par expérience. Il y en a une qui concerne la compatibilité avec les prestataires de services de paiement étrangers du type Stripe, sujet connu dans d'autres pays. Donc, les questions s'adressaient à l'équipe tunisienne, mais je pense que ça s'applique aussi pour le Maroc, bien évidemment. Puis la deuxième qui est de l'ordre plutôt administratif, et légal, c'est les finalisations des différents décrets d'application. Je pense que ce soit la Tunisie ou le Maroc, puisque la loi date d'août, mais la loi, c'est que la loi, et voilà. Donc, c'est des questions, je pense, qui s'appliquent pour les deux. Voilà. Très bien. Donc, peut-être rapidement, j'invite nous intervenons rapidement. Une première question, effectivement, la possibilité, si j'entends bien, d'acteurs du paiement, en tout cas d'intégrer les plateformes locales avec des plateformes de paiement internationales pour probablement aussi permettre à des personnes résidentes à l'étranger
de financer des projets en local. Est-ce qu'il y a des exclusions en la matière? À ma connaissance, non. Mais je vous laisserai répondre. La deuxième question, pareil, rapidement, est-ce que vous avez des dates à nous annoncer en termes de sortie des décrets, que ce soit au Maroc ou en Tunisie? Monsieur Zakaria Nachid, si vous avez des précisions à nous apporter. Pour donner un peu de complément sur ça, donc effectivement, parmi les objectifs, je dirais, les orientations de cet instrument, c'est notamment de permettre d'offrir un canal qui est transparent, sécurisé pour assurer des financements, qu'ils viennent en local ou qu'ils viennent à l'international. Bien sûr, la loi marocaine, elle a dit il y a cette possibilité, mais il faut respecter les dispositions en matière de change. Donc, c'est la seule disposition qui est appliquée. Par rapport aux dates prévisionnelles, et comme j'ai cité tout à l'heure, on a travaillé sur les textes d'application, donc ils vont être mis dans le circuit d'adoption prochainement. Le plus important, c'est que le travail technique en lui-même, donc il y a un travail qui a été porté par la Banque centrale, par l'autorité marocaine de marché de capitaux, par la direction de Trésor, et qu'on s'est appuyé sur un accompagnement international et des experts qui nous ont permis déjà de déchiffrer et de défricher en quelque sorte le terrain de cette régulation, de tenir compte du cadre réglementaire et légal marocain et aussi des spécificités du démarrage de cet instrument. Parce que là, on est vraiment dans une approche progressive de développement et de mise en place. Le souci, c'est que tous les acteurs derrière puissent assimiler, parce que là, on peut dire que l'État ou les autorités, ils ont mis la loi, le cadre légal. Maintenant, c'est aux acteurs de comprendre cet instrument, qu'il y ait une appropriation, et j'insiste sur le mot appropriation, pour essayer de le véhiculer auprès, d'une part, porteurs de projets, et aussi attirer les contributeurs, parce qu'en quelque sorte, c'est eux qui sont les financeurs de demain. Zakaria, en tout cas, on en reparlera tout à l'heure parce que ça fera partie de l'objet d'un moment fort de ce webinaire. Donc, Zakaria, je comprends, il n'y a peut-être pas une date précise à annoncer aujourd'hui. Est-ce qu'on parle de quelques semaines, de quelques mois pour la sortie des décrets? Ça ne peut être que entre ces deux intervalles. Donc, merci de ta réponse. Madame Ayedi et Monsieur Mahdi, la même question, s'il vous plaît, si vous pouvez en tout cas nous apporter des éléments de réponse rapides, s'il vous plaît. J'aimerais juste demander aussi, si tu permets, vraiment, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on mette rapidement en œuvre le crowdfunding, la mise en place de plateformes, etc., pour qu'on voit vraiment de vrais financements de start-up, de financement d'entrepreneurs en Tunisie, au Maroc aussi. Quelles sont les conditions? Je reviens vraiment au thème de la conférence, du webinaire d'aujourd'hui. Vraiment, est-ce que vous avez très rapidement, en 2 mots chacun d'entre vous, quelles sont les conditions pour qu'on aille vite? Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'on aille le plus vite possible? Donc, juste je réponds par rapport à l'horizon temporel de la promulgation du décret d'application. Ce sera un horizon compris entre quelques semaines. C'est dans les starting blocks. On est vraiment dans la phase finale pour promulguer ces textes d'application. Le travail a été déjà fait, donc le plus gros a été déjà fait. Et par rapport aux conditions pour opérationnaliser donc, le crowdfunding en lui-même, il y aura après sûrement un travail de communication vis-à-vis déjà des porteurs de projets, mais également des contributeurs pour vulgariser l'outil. C'est un outil qui doit être approprié par ceux qui vont l'utiliser. Et donc, je pense que du côté des porteurs de projets ou des promoteurs de plateformes, il y a certainement une demande qui existe déjà, mais le travail sera fait notamment auprès des contributeurs pour pouvoir les sensibiliser à la fois à l'aspect sécurité et à l'aspect gain qu'ils pourraient donc avoir par rapport à ce nouveau outil de financement. Très bien. Si madame, voulez, oui, madame pour la question se rapportant aux investissements des non-résidents, c'est toujours possible, bien sûr, mais c'est dans le respect des dispositions en matière de change
pour cette question. Et pour en fait les conditions pour qu'on aille plus vite, comme a dit Madame Douja, c'est en fait il faut peut-être, on est en fait dans la phase finale de l'élaboration des décrets d'application et peut-être qu'il faut une plus grande implication de toutes les parties prenantes pour faire vite et pour vraiment mettre en place le cadre réglementaire complet du crowdfunding. Et très voilà. bien. Merci Madame, merci à nos trois intervenants que d'ailleurs j'invite à rester avec nous puisque on va aborder tous ces sujets sur les conditions de développement du crowdfunding par la suite. Donc je vous invite à rester avec nous. Douja, je pense que c'est le moment de passer à la deuxième, je dirais, table ronde virtuelle avec nos plateformes présentes aujourd'hui. J'invite donc Monsieur Samir Ksibi et Monsieur Adnan Adiwi de se présenter. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Donc, Samir Ksibi, je suis le cofondateur de Chartaka.tn. C'est une plateforme sociale de dons en ligne tunisienne qui a été lancée depuis 2019. C'est un travail collaboratif d'une association qui est l'Association tunisienne des technologies digitales. Là où on s'est réunis, une équipe, et on a mis en place cette plateforme de dons en ligne destinée pour principalement les associations. Voilà. Juste, on laisse la parole rapidement à Adnan pour se présenter. Adnan. Bonjour, bonsoir. Est-ce que vous allez m'entendre? Oui, on t'entend très bien, Adnan. J'ai un peu de bruit à côté. Alors, moi, c'est Adnan. Moi, je m'intéresse aux questions d'écosystème de projets à fort impact depuis quelques années. J'ai lancé la plateforme Moulouj en 2016, qui est une des premières plateformes et qui est une des plateformes encore en activité au Maroc, qui a commencé par la prévente, c'est-à-dire connecter à la fois les porteurs de projets à un marché. D'ailleurs, Moulouj en arabe, c'est l'accès, c'est Moulouj la souk. Et depuis fin 2019, début 2020, avec la Covid, on a ouvert la plateforme à la donation aux associations et aux individus au Maroc. Donc, juste pour donner des chiffres, au Maroc, l'année dernière, la plateforme a pu lever environ 400 000 dirhams, 40 000 euros, essentiellement de la donation pour des associations sur le contexte de la Covid. Et là, nous actuellement développons une marketplace pour pouvoir compléter la partie pré-vente des projets. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, à moi, je suis là. Très bien, merci à vous deux. Alors, ma première question serait, est-ce que chacun de vous pourrait nous faire un petit état des lieux du crowdfunding au Maroc, en Tunisie? Je sais que c'est un exercice difficile parce qu'il n'y a pas forcément eu d'études pour recenser les plateformes, les projets qui ont été financés soit localement, en tout cas via des fonds locaux, soit via des fonds venant de l'étranger ou sur des plateformes étrangères. Mais est-ce que chacun de vous peut nous donner un aperçu aujourd'hui sur l'état de développement du crowdfunding en Tunisie et au Maroc? Samir, si tu peux commencer. Voilà. Alors, je vais être direct moi. Alors, où on en est avec le crowdfunding en Tunisie, il est en stand-by. Il attend depuis un bon moment les textes d'application. Il attend depuis un bon moment les lois, les lois pour commencer à exercer, pour commencer à apporter son fruit, surtout dans un contexte assez difficile aujourd'hui. Voilà. Voilà pour répondre à votre question. Très bien. En tout cas, c'est clair. En tout cas, tu exprimes effectivement une situation connaissant tous. Effectivement, le travail réglementaire a mis beaucoup de temps. Juste peut-être pour compléter tes propos, Samir, il y a eu quelques études, mais qui datent déjà de 2016-2018, pour essayer de recenser
les montants levés en Tunisie par des projets tunisiens ou au profit de la Tunisie sur des plateformes pour la plupart étrangères, on parle d'à peu près 500 000 euros. C'est probablement plus par rapport à ce que notamment Shaqaq et d'autres plateformes en local ont pu aussi lever. Mais en tout cas, il y a du potentiel déjà. Il y a une demande forte, hein, je pense. Est-ce que tu peux déjà nous parler peut-être un petit peu de la demande, toi qui es un acteur du terrain? Est-ce que aujourd'hui, tu reçois plusieurs projets? Quelles sont les demandes que vous recevez? Est-ce que tu as une idée, en tout cas, des volumes qui demain, si on va dire l'aspect réglementaire est réglé, est-ce que tu penses qu'il y aura une forte demande en termes de demande de financement? En effet, il y a un besoin très important pour tout ce qui est crowdfunding en Tunisie. Et là, on l'a recensé aussi avec le peu d'expérience qu'on a fait sur le terrain en Tunisie. Effectivement, aujourd'hui, on a de plus en plus des start-upers, des porteurs de projets qui s'adressent, qui essaient de prendre contact avec nous, qui essayent de tous les moyens de trouver des fonds que les organismes classiques, les organismes de financement classiques n'accordent pas. Et ça, on le sent de plus en plus avec les nombres des messages qu'on reçoit, les appels qu'on reçoit, les personnes qui essaient de nous contacter ou tout simplement dans les personnes que je côtoie ou je rencontre dans les webinars ou tout simplement dans les forums. Ça prouve que effectivement tout le monde attend. Il y a une demande forte, il y a une attente forte, et certainement des interrogations aussi sur le fait que vous opérez alors que la loi sur le crowdfunding n'est pas passée. Donc, il y a besoin certainement par la suite de travailler sur cette communication pour préciser le cadre, n'est-ce pas? Effectivement, il y a pas mal de travail là-dessus, sur la communication, sur la sensibilisation des gens. Il y a aussi un point important, c'est que aussi les Tunisiens donateurs, on va dire, sont aussi demandeurs de ce crowdfunding, que ce soit pour financer ou tout simplement pour soutenir des projets auxquels ils adhèrent, tout simplement, ils souhaitent soutenir d'une manière générale. D'ailleurs, juste un petit chiffre pour dire par rapport au flux de dons qu'on a, c'est que 75% des dons viennent de Tunisie et non pas de l'étranger. Ça, c'est qui prouve que les Tunisiens sont prêts à ce mode de financement et ils sont prêts à passer à l'acte en tant qu'investisseurs. J'aurais une question d'ailleurs qui serait valable pour Samir comme pour Adnan. Concrètement, vous qui avez des plateformes de crowdfunding, qu'est-ce que vous attendez de la loi aujourd'hui? Vous êtes là, bon, c'est vrai que c'est pas, vous n'êtes pas peut-être, vous attendez une réglementation. Quelles sont vos attentes de la loi et qu'est-ce qui ferait de manière, quelles sont vos attentes? Qu'est-ce qui vous faciliterait votre travail pour que vous puissiez donner plus de fonds aux gens, plus de financement pour ceux qui ont besoin de financement? Alors, merci Douja pour cette question. C'est effectivement la question à laquelle je souhaite répondre. J'attends qu'on me la pose. Oui, il y a pas mal de choses qu'on attend, on attend de la loi et que tout simplement cette loi, même si elle est récente, elle est déjà passée pour moi. Elle était passée par la technologie, elle était passée par les modes de financement qui existent aujourd'hui, qui sont une évolution du mode du crowdfunding classique. Voilà. Moi, c'est par rapport à la loi, c'est tout simplement quand on relit ou quand on entend les régulateurs parlent de cette loi ou évoquent cette loi, il y a toujours on évoque toujours les règles. On essaye d'évoquer toujours protéger l'investisseur.
mettre des bonnes pratiques, mais en même temps, il n'y a pas de cadre où on protège ces plateformes-là, ou tout simplement un cadre pour inciter ces plateformes à exercer correctement. Je rappelle, ces plateformes, ce sont à la fin, c'est des startups, c'est des entreprises qui innovent, qui apportent une solution à une problématique, une grosse problématique qui touche tout l'État. D'une manière générale, ils ont besoin d'un soutien, que ce soit tout simplement protection. Un soutien, que ce soit de point de vue technologique, ils doivent exercer dans des bonnes conditions, ils doivent avoir certains outils technologiques qui leur permettent d'exercer. À titre d'exemple, les modes de paiement qui existent aujourd'hui sur le marché tunisien, est-ce qu'ils sont efficaces ou pas? Est-ce qu'ils permettent à une plateforme de crowdfunding d'exercer dans des bonnes conditions ou pas? Ces moyens de paiement aussi, là où les plateformes de crowdfunding sont très dépendants, y a-t-il un cadre? Y a-t-il comment on va dire le terme, des engagements qu'ils doivent respecter envers ces plateformes-là? Est-ce qu'il y aura des incitations pour ces plateformes? On sait très bien aujourd'hui, le paiement en ligne coûte très cher. Il y a énormément de frais qui sont imputés pour les transactions de paiement, et je pense que ça va impacter aussi les montants collectés. Ça va impacter d'une manière générale les porteurs de projets, parce que tout simplement les montants qu'ils vont recevoir vont être, on va dire, taxés indirectement. Aussi, il faut que ces plateformes soient tout simplement protégées par rapport aux organismes financiers. Et tout simplement, il ne faut pas qu'ils soient pénalisés par un abus d'une banque ou d'une autre. Samir, tu exprimes en fait, effectivement, en tout cas, il faut clarifier les conditions à la fois d'exercice, de protection des plateformes, et surtout aujourd'hui on ne sait pas vraiment comment elles vont pouvoir s'intégrer dans un écosystème de paiement, de dépositaire des banques, sans lequel elles ne pourraient pas fonctionner. Donc tous ces points restent quand même à préciser et ils feront partie des conditions de développement du crowdfunding en Tunisie. Effectivement, c'est des questions qu'on n'arrive pas, qu'on se pose tous les jours, qu'on essaie de trouver des réponses. Très bien. Et il faudra les voir. C'est très clair, Samir. Merci. Adnan, du côté du Maroc. Je rejoins Samir sur l'ensemble des points. Je vais rajouter, moi j'ai participé aussi avec Zakaria et d'autres collègues sur différents étapes par rapport à la loi. Je pense qu'il est important pour les législateurs et décideurs de séparer le rôle des plateformes du rôle des porteurs de projets. Nous, on a lancé, là on a 5-6 ans, et c'est un métier qui est très difficile parce qu'il faut savoir que les plateformes de crowdfunding qui sont en général et au début beaucoup de la donation, mais elles ont des modèles économiques qui sont très faibles. Et ça, c'est pas parce que les gens n'ont pas l'habitude de payer en ligne, mais c'est parce que c'est un mindset qui est différent. Et donc pour faciliter la vie à nous comme plateforme, pour pouvoir fonctionner, il faut savoir que nos modèles économiques à nous sont très très faibles et très fragiles. Et donc, c'est… Adnan, quand tu dis faible et fragile, parce qu'en fait, ils dépendent du volume. En fait, il faut faire du volume. Exactement. Voilà. Alors, je vais venir. Ça dépend du volume et aussi, ça dépend de la fiscalité et des coûts. Par exemple, l'année dernière, quand on a ouvert aux dons, en fait, on a dû payer à la place des contributeurs, on a dû payer de la TVA et de l'impôt à leur place, sur du don. Et donc,
en rajoutant les points de 5000 sur les coûts de transaction et les coûts bancaires. Donc, en fait, un modèle économique d'une plateforme toute seule au Maghreb, pas juste au Maroc, reste très, très fragile. À l'international, en oubliant les gros et les mastodontes, ils sont adossés soit à des grosses entreprises bancaires ou autres. Donc, il est très important de savoir que, ça a été dit tout à l'heure, que ce n'est pas la plateforme, ce n'est pas la loi qui va faire amener les projets. Alors, la loi est une première ouverture, mais la loi doit être souple pour d'abord permettre aux plateformes qui, je le répète, c'est toujours et beaucoup de la subvention, du don, puis après de la prévente, puis après on a l'equity et le prêt, parce que ce n'est pas forcément que ça. Et donc, il faut vraiment appuyer ces plateformes pour qu'elles puissent avoir et générer du trafic. Et donc là où je te rejoins, Tamer, sur la question du volume, nous, on fait du 8% de commission. Alors 8%, c'est peanuts, hein, c'est vraiment rien du tout. Alors nous, on est une entreprise sociale, donc notre objectif, ce n'est pas de se faire du profit, mais notre objectif, c'est vraiment d'accompagner le maximum de projets possibles pour qu'ils puissent, franchement, lever de l'argent et créer de l'impact. Et donc, ce qu'il faudrait faire de la part des décideurs, c'est comme maintenant ce qui se fait dans d'autres secteurs sur les questions d'incentives, c'est qu'on ne peut pas traiter fiscalement une plateforme de crowdfunding de la même manière qu'une entreprise classique. Ça, c'est vraiment… Deuxièmement, de séparer la fiscalité par rapport au type d'activité. Parce que quand on parle de la prévente ou du don, ce n'est pas comme si on parlait de l'equity ou du prêt. Et donc ça, c'est vraiment important. Et dernier point, c'est vraiment driver le trafic. Nous, franchement, on n'a pas de souci. Est-ce qu'on a plus de projets que ce qu'on peut prendre, parce qu'on a une chaîne de valeur, on a, quand je dis nous, c'est-à-dire nous, on a une structure, donc on a du pipeline de projets, donc on n'a pas de souci. Mais le vrai souci, c'est comment les traiter, les accompagner, parce que ça coûte beaucoup d'argent pour qu'ils puissent. Et un dernier point sur la technologie, nous, on a fait le choix depuis 5 ans de pouvoir avoir des paiements offline et online, c'est-à-dire ce n'est pas juste corrélé à la carte bancaire. Parce qu'on est conscient que la pénétration de la bancarisation n'est pas forcément partout, et donc il faut qu'on soit assez large. Et je vais finir sur le pourcentage, c'est le point dont a parlé Samir. Entre 2016 et 2019, la majorité des transactions ont été faites par de la diaspora ou des étrangers. En 2020, on a 98% de notre volume qui a été fait par des locaux. Et ça, c'est vraiment un truc qui est très important parce que les plateformes ne sont que des outils. En fait, c'est les porteurs de projets qui doivent faire le homework. Voilà. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Samir et Adnel. En tout cas, encore une fois, vous restez avec nous parce qu'il y aura un temps d'échange et en tout cas, votre contribution sur les conditions de succès du développement du crowdfunding en Tunisie et au Maroc vont être très, très importantes. Donc, restez avec nous pour le temps du débat qui suivra d'ailleurs cette troisième séquence. Et j'invite André Jaunet pour animer cette troisième séquence. Merci Tamer. Oui, donc les conditions. Alors, on a vu les conditions réglementaires. On a vu aussi les conditions autour de cet acteur principal qui est la plateforme. Et donc, il faut aller évidemment un petit peu plus loin. Et donc, avec Tamer et Mazen, on va explorer un peu plus loin. Juste un chiffre pour nous donner de l'énergie à tous. En 2020, une année Covid, en France aussi, les montants concernés par le financement participatif, le crowdfunding, ont augmenté de 62% et ont dépassé pour la première fois le milliard d'euros. Donc, y compris dans les situations de crise sanitaire, c'est quand même une ressource extrêmement intéressante. Alors, peut-être on va commencer par Tamer qui va nous présenter un ou deux exemples de collecte. Oui, rapidement, vraiment pour donner quelques aperçus de type de projet et surtout au-delà des collectes, montrer aussi comment certains projets bien ficelés, ancrés sur leur territoire, ont permis à la fois de lever de l'argent, de développer leur territoire et créer une dynamique positive. Je voudrais parler d'un projet qui s'appelle c'est la construction d'une école maternelle au village d'Aguerd
dans l'Atlas marocain pour 60 enfants, en tout cas une maternelle pour des enfants entre 3 ans et 6 ans. Cette construction de cette maternelle a été un projet de 2 associations, donc l'association Intervalle. Je salue d'ailleurs notre ami Rawatif El Fakir qui a porté ce projet avec Thibaut de la Laurencie, mais aussi avec une association des villageois de Jdigen, donc une association locale. Et ensemble, ils ont monté ce projet de construction de cette école maternelle parce que les enfants dans ce village berbérophone ne sont pas préparés à l'entrée à l'école pour avoir des études en arabe et après en français. Et donc, malheureusement, c'est une cause d'échec scolaire. Et donc, avoir une maternelle dans ce village qui va permettre de préparer les enfants et surtout permettre même aux mères et aux parents d'avoir un lieu pour garder leurs enfants, ça permet aussi aux mamans de travailler et pourquoi pas d'améliorer les conditions de vie de la famille. Donc, c'est une collecte qui a permis de collecter 6 000 €, qui a permis en tout cas de financer une partie de la construction de cette maternelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'une grande partie de cette collecte a été faite effectivement auprès de la diaspora et au sens large, à la fois des Marocains, des Marocains résidant à l'étranger, mais aussi aux amis du Maroc d'une manière générale. Et au moment de l'ouverture de cette maternelle, plusieurs de ces donateurs ont fait le déplacement pour assister à l'inauguration de cette maternelle, ce qui a permis d'ailleurs à se poser à ce moment-là la question comment accueillir des personnes venant de loin au village, donc pourquoi pas développer une offre de tourisme. Et donc, de là, s'est lancée une vraie dynamique sur comment valoriser le territoire autour, comment développer le tourisme écologique, responsable, comment surtout en faire bénéficier les villageois et le village dans son ensemble. Donc, il y a toute une dynamique qui s'est créée et aujourd'hui, en tout cas, les 2 associations continuent à développer le territoire et le mode de financement participatif a été très important dans leur approche puisque depuis, ils ont mené plusieurs campagnes successives, notamment pour construire en tout cas un gîte de montagne pour, encore une fois, recevoir les touristes. Je sais que par exemple actuellement sur Hello Asso, qui est une plateforme de collecte, ils sont en train de lever des fonds pour un système de recyclage, toujours dans ce même état d'esprit de développement durable du territoire. Et grâce à 2 associations, à la fois une association présente en France qui mobilise les diasporas et toutes les bonnes volontés, mais aussi une association locale des villageois qui travaille sur le développement du territoire. Un exemple parmi d'autres, bien évidemment, mais ça montre que le financement participatif peut permettre à la fois le financement, c'est un outil de financement avant tout, mais surtout, ça peut avoir des impacts positifs sur le développement des territoires. Ah, on ne t'entend pas, André. Oui. Oui, je ne vais pas mimer mon intervention, je vais la dire de manière audible. Oui, alors je vais d'abord présenter un petit peu ce qu'on extrait de l'expérience française et puis Mazen englobera et tirera des conclusions en termes d'ingénierie de façon plus générale. Alors oui, donc pas seulement des conditions de règles, mais aussi l'existence de plateformes, évidemment, c'est nécessaire, et puis des projets de qualité, et puis des cercles relationnels autour des épargnants. Donc les cercles relationnels, on sait comment ça marche. Les gens qui arrivent à collecter, des porteurs de projets qui arrivent à collecter, parce qu'en fait, ce ne sont pas les plateformes qui collectent, comme on le sait, ce sont les porteurs de projets qui mettent le plus d'énergie pour collecter. Les porteurs de projets, il leur faut un cercle relationnel proche. Et ensuite, ils collectent auprès des amis, et ensuite, si le projet est vraiment très attractif, ils collectent dans le grand public. Donc, il y a cette dimension,
Ça, c'est une des conditions de réussite essentielles. L'autre condition, c'est l'existence de projets attractifs. Tout projet ne fonctionne pas sur le financement par crowdfunding. Il faut des projets qui attirent, mobilisent, stimulent les épargnants, les contributeurs. Et on l'a bien vérifié. En France, on a fait une étude sur les contributeurs. Alors, il y a des motivations, dans certains cas, de rendement, mais c'est très rare en réalité. Très souvent, on dit que ce sont des placements aspirationnels, c'est-à-dire que les gens attendent quelque chose qui est plus que l'aspect financier. Ils attendent de contribuer à un projet commun. Alors, quelquefois, c'est pour rendre un service en permettant l'existence d'un commerce très utile. Ça peut être pour le traitement d'un enjeu territorial, ça peut être pour le développement du territoire, etc. Donc, il y a cette diversité de motivation qui est quelque chose d'extrêmement important. Et tout ça, ça se passe souvent dans la proximité. Et donc, l'aspect territorial est très important. On a en France des territoires qui, depuis 5 ans, ont commencé de bâtir des programmes de développement basés sur le collaboratif, le participatif et notamment le financement. Ils ont des résultats excellents. Alors pour l'instant, ça n'inspire pas beaucoup d'autres territoires, mais enfin c'est intéressant de le noter. D'ailleurs, on va organiser le 20 mai un atelier pour essayer de diffuser dans notre pays cette pratique de l'animation territoriale autour du crowdfunding, et on fera circuler l'information auprès des participants d'aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus à cet atelier. Et puis, il y a une condition complémentaire aussi. Tout à l'heure, Zakaria disait très justement, il y a l'implication de toutes les parties prenantes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un cadre réglementaire, ce cadre réglementaire, il faut nécessairement l'ajuster. Il y a des besoins qui n'ont pas été identifiés, il y a des difficultés qui apparaissent sur le terrain ou dans la pratique. Et donc, il faut une relation, une liaison très forte entre l'ensemble des acteurs, régulateurs, plateformes, et l'écosystème aussi, de façon à faire remonter les difficultés d'application et à améliorer, à peaufiner la réglementation. Et il faut un cadre bienveillant par rapport aux plateformes. Tout à l'heure, c'était dit, c'est un métier extrêmement difficile que d'être gestionnaire d'une entreprise plateforme. Et donc, il faut que les institutions soient attentives par rapport à cette fragilité. Et donc, il peut y avoir un soutien au niveau national, une bienveillance, une attention très forte, et puis un soutien aussi à l'activité en proximité, de façon à ce que le grand public soit sensibilisé aussi par les institutions. On sait bien que dans ce système de financement participatif, de crowdfunding, il y a une importance des décisions des personnes, des porteurs de projets et des contributeurs, mais ça fonctionne d'autant mieux qu'il y a un cadre institutionnel favorable qui, en quelque sorte, parraine ce système. Voilà. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Mazen, mais en tout cas, c'est bien pour dire que les choses, en quelque sorte, les difficultés, les belles difficultés, celles de la réalisation, elles commencent quand le cadre réglementaire commence de se construire. Et ces difficultés, elles ne peuvent être gérées que collectivement. Mazen ? Oui, merci André. Merci Tamer et merci Douja pour l'invitation et pour cette opportunité de parler un peu plus de la Tunisie. Je vais essayer d'être un peu pratique, mais juste de ce que je comprends de cette conversation et donc des conditions dont on a besoin, que ce soit en Tunisie ou au Maroc. C'est donc des conditions d'abord réglementaires, hein, donc il faut avoir comme pour nos amis de Shafara ou Adnan, Samir ou Adnan, donc d'avoir des provisions transitoires avec cette nouvelle loi. Donc, il faut prendre en compte les plateformes qui existent déjà pour qu'elles puissent continuer à exister. Et surtout pour les autorités de réglementation, et puis là, on a encore cette chance-là, parce que les décrets ne sont pas encore validés, de prendre en besoin de prendre en compte les vrais besoins des bénéficiaires et surtout des bénéficiaires. Quand on parle de bénéficiaires, on parle des plateformes. Et ça, c'est assez important. Et de voir comment la loi qu'ils sont en train de voter va être opérationnalisée sur le terrain. Et donc ça, c'est une condition assez importante, on va dire. Et après, on revient aussi au point moins réglementaire, mais plutôt sur
donc tout l'écosystème et donc comme vous avez dit André, donc le projet de qualité, ça c'est important, sinon ça attire personne. Mais encore une fois, il faut que il y ait une sensibilisation et tous les collègues en ont parlé et c'est évident. Moi je répète des évidences là. C'est qu'il faut être sensibilisé à l'importance du crowdfunding, aux bénéfices que peut apporter le crowdfunding, que ce soit sur un territoire donné ou en général. Et moi, moi, je suis expert, je me suis pas présenté, donc je suis Mazen Al-Kassem, pardon, expert technique international avec Expertise France. Et donc, on appuie via un projet qui s'appelle Innovi, on appuie nos partenaires tunisiens, que ce soit les régulateurs, les autorités de régulation comme la Banque centrale, l'ACM et le CMF, ou les autres partenaires ministériels ou privés aussi. Donc, à l'opérationnalisation de cette loi. Et dans la pratique, nous avons, avec nos partenaires tunisiens, élaboré un cadre de travail, un cadre national, un plan d'action national pour, en fait, on a identifié les différents axes de travail qui vont permettre une bonne opérationnalisation de cette loi. Et donc, le mot d'ordre que nous avons utilisé pour développer ce plan d'action, c'est la confiance. Que ce soit, enfin, c'est ça le mot-clé qu'on a utilisé, donc la confiance, que ce soit entre tous les bénéficiaires et tous les acteurs du crowdfunding, que ce soit entre les contributeurs et les plateformes, les porteurs de projets et les plateformes, et les contributeurs, etc. Donc, c'est ce mot de confiance qui tourne autour. Et donc, la stratégie de communication et de sensibilisation que nous avons proposée à nos partenaires tunisiens, c'est de mettre comme on a dit, hein, donc d'impliquer les partenaires, de sensibiliser les partenaires, de les impliquer et pour qu'ils puissent s'approprier, comme les collègues ont dit, de tous ces concepts du crowdfunding et d'essayer de convertir en fait tout et valoriser et convertir tout ce travail-là pour enraciner la culture de crowdfunding, que ce soit chez les contributeurs, mais bien aussi chez les porteurs de projets et les plateformes, mais aussi chez les régulateurs, parce que c'est important de travailler sur ce modèle-là tous ensemble. Et donc, les conditions de la communication, de la sensibilisation, ça c'est très important. Et on va proposer à nos partenaires plusieurs stratégies et approches de communication et de sensibilisation, mais aussi un point très important, c'est la collaboration entre les différents acteurs de l'écosystème. Et donc, on parle ici donc que ce soit les plateformes, mais aussi les régulateurs, mais aussi qu'on oublie un peu, on n'a pas cité, qui ne sont pas malheureusement dans la loi tunisienne, mais les banques et les institutions financières qui sont un acteur important de ce projet de loi et puis de ces thématiques qui est le crowdfunding. Une des dernières conditions, et je vais pas intervenir plus longtemps, on pourra en discuter un peu après, que nous proposons aussi, c'est la mise en place, et là on se tourne aussi vers vous, Tamer, André et Douja, mais de la mise en place de cette association professionnelle du crowdfunding en Tunisie. Et je pense qu'il va être aussi importante comme un acteur qui va regrouper des associations, les professionnels, pour en fait faire ce plaidoyer et pour faire aussi remonter les besoins des bénéficiaires du terrain, sur le terrain, à nos régulateurs et et aux différents ministères avec lesquels qui sont concernés par cette loi crowdfunding. Donc voilà. Très bien, excellent. De répondre à des questions. Si, c'est très bien. On voit bien qu'il y a un facteur clé, c'est le pilotage collectif. Bien sûr, les institutions sont au centre de la réglementation, bien sûr, les plateformes sont au centre de l'activité, mais en vérité, tout ce monde-là doit travailler ensemble pour piloter la gestion de tous les problèmes qui apparaissent au fil du temps, on l'a vu en France et ailleurs, et qu'il faut gérer de manière collective, de façon ouverte. Et il y a une nouvelle gestion, en quelque sorte, administrative qui est à inventer pour que les choses aille le plus vite possible, et c'est ça qui peut fonctionner correctement. Voilà, pour cet atelier, à moins que Tamer ait un point complémentaire à évoquer, je pense qu'on a plutôt signalé des choses à gérer de manière collective. Je pense que c'est ça l'essentiel. Tamer, tu veux intervenir ou...
Oui, André, ce que je propose effectivement à la fois de donner peut-être la parole un petit peu à nos intervenants. Je vois que Samir lève la main, en tout cas pour qu'il puisse réagir un petit peu par rapport à toutes ces conditions qu'on vient d'évoquer. Et surtout, ne pas oublier notre ami Michel qui a quelques questions des participants à nous remonter, donc auxquelles on pourra y répondre collectivement. Samir, tu souhaites prendre la parole, je t'en prie. Oui, effectivement. Moi, j'ai aussi adressé un message aux régulateurs de manière générale. Je vais dire qu'il n'y a pas une loi parfaite. Il n'y a pas une loi parfaite. Donc, surtout sur un domaine qui est innovant, c'est un domaine qu'on n'a pas de l'expérience, de l'expertise dessus. Donc, il ne faut pas être trop chercher à faire sortir des textes d'application ou une loi qui englobe tout, parce que on va jamais aborder tous les problèmes, tous les points. Donc, faut sortir maintenant et il faut que cette loi suit l'activité de crowdfunding. Observe, il y a une sorte de dialogue, il y a une sorte de synergie entre le régulateur et ces plateformes-là. Et c'est bien qu'on ait pensé dans cette loi à une association professionnelle qui va englober toutes ces plateformes-là. C'est tout simplement, elle va permettre de maintenir une synergie entre le régulateur et ces plateformes-là. Donc voilà, mon message, il est on est en retard, il faut avancer. La technologie, elle est en train d'avancer et cette loi, elle est dépassée par les choses technologiques qui sont en train de se faire. J'ai cité l'exemple qu'aujourd'hui, on parle des ICO, on parle des STO. C'est une évolution normale de la crowdfunding. Si on regarde ça, cette tendance technologique et ce qu'on a écrit dans cette loi, passé. Donc, il faut se dépêcher, il faut sortir cette loi et par la suite, on ajustera au fur et à mesure. Il faut être agile. Voilà, c'était ça mon message. Absolument, très belle proposition. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Michel, si tu veux déjà remonter les interrogations, les questions qui ont été exprimées. Oui, tout à fait. Alors, ça s'adresse sur plusieurs axes. Il a été remarqué par certains de nos participants au développement fait par les représentants des régulateurs qu'on pouvait ne pas cumuler, par exemple, le don, le prêt, l'equity, ou on pouvait. Question pourquoi on ne peut pas, alors que dans d'autres pays, ça se fait, je crois et en France, ça se fait. Il n'y a pas de restriction. Ça, c'est une première question sur le cumul ou non-cumul des types de crowdfunding. Une deuxième qui est un peu de l'ordre, je dirais, du développement de l'écosystème, c'est quelles seraient les conditions pour favoriser le développement dans les pays concernés. On parle d'approche du crédit, du bureau, de registre national. Ça, c'est de l'ordre, je dirais, de la problématique de l'écosystème. Et puis, il y en a une qui était liée au développement territorial. Je pense que c'est sur l'expérience française citée par André, mais qu'on pourrait retrouver dans d'autres pays. C'est l'intégration de la loi de l'ESS, éventuellement dans le cadre du crowdfunding, bien connue. En tout cas, moi, je la connais avec André. Voilà. Alors, est-ce que, pareil, ça sera des critères d'intégration future dans les pays qui développent les réglementations? Voilà pour l'instant. Merci. Oui, Juste sur l'ESS, en un mot, le propre du financement du crowdfunding, c'est d'être tous azimuts. Donc l'ESS en fait partie, mais c'est une partie parmi d'autres objets. Donc il ne faut pas penser, à mon sens, économie sociale et solidaire, il faut penser tout type de projet et offrir ce cadre favorable à l'ensemble des projets. Et comme le disait l'intervenant précédent, avancer et traiter les problèmes en avançant. Et c'est ainsi que les choses se construisent de manière pertinente par rapport à la réalité. Peut-être cette question, en tout cas, de pourquoi il y a eu une séparation des plateformes
Pourquoi en tout cas en Tunisie, chaque plateforme ne peut pas cumuler éventuellement plusieurs instruments de financement, d'autant plus qu'on sait que, en tout cas parfois un même projet peut à la fois faire appel à, selon son cycle de développement, peut-être à du don avec contrepartie, ensuite du capital et par la suite, pourquoi pas du prêt. Est-ce que Madame Ayed pourrait peut-être apporter un éclairage sur en tout cas les arguments, en tout cas pourquoi la Banque centrale n'a pas souhaité qu'il y ait cumul pour les plateformes de métiers du crowdfunding, d'autant plus que ça pourrait renforcer le modèle économique de ces plateformes. Madame Ayed, si vous êtes toujours là, oui, on est preneur oui, de votre éclairage. Oui, je vais essayer de répondre un peu sur cette question. Alors, pour le cumul ou le non-cumul, c'était vraiment un débat au niveau du comité de pilotage chargé de l'élaboration de la loi. Et il y avait surtout, on devait choisir. Alors, il y a toujours le pour et le contre pour le choix. Le motif, c'était principalement, je crois, il y a question de moyens. Moyens surtout techniques et financiers pour contrôler. Alors, le choix était le prêt pour la Banque centrale parce que l'activité de prêt est déjà proche de l'activité bancaire. Pour le CMF, bien sûr, c'est l'investissement en capital et il y a de la compétence et de l'expertise au niveau de ce régulateur pour contrôler le bon exercice de l'activité. Pour l'ACF, c'était vraiment à la dernière minute que le contrôle a été accordé à l'autorité de contrôle de microfinance, vu le caractère des dons qui en fait ne s'approche pas des prérogatives ou bien de la mission de la Banque centrale ou bien du CMF. C'était là le choix. Ok, très bien, merci. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent, mais je pense qu'il faut passer à la dernière séquence qui permettra d'ailleurs d'aborder certaines des questions posées dans le fil de questions. Notamment, il y a des questions autour de par quoi on commence, quelles sont les priorités, etc. Donc, je laisse la parole à nos collègues animateurs de la dernière séquence. Fortuné Aoulouma, donc, qui est secrétaire général de FPM. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, Fortuné. Juste avant d'ouvrir peut-être cette séquence et donner la parole aux uns aux autres, j'ai pris le temps de noter un certain nombre de choses qui sont revenues, de questions et de points qui sont revenus de manière récurrente, notamment à quand la finalisation en fait, du processus réglementaire, notamment sur les décrets, l'adoption des décrets d'application. Et la question importante de l'appropriation, du travail d'appropriation, notamment par l'écosystème du financement participatif ou collaboratif selon le pays concerné, par les différents acteurs. Le point sur l'agilité dont doivent faire preuve les régulateurs et l'ouverture à l'étranger, un sujet aussi qui revient, comment on s'ouvre notamment aux non-résidents qui souhaitent contribuer et financer des projets, ou comment on permet aussi potentiellement à des acteurs des plateformes étrangères de pouvoir un peu peut-être postuler en fait en tant qu'acteur sur ces marchés. Donc il y a ces questions principales que je note, et j'aimerais juste, en écoutant les uns les autres, préciser qu'il est véritablement important, en tout cas avec ma casquette juridique et réglementaire, de considérer aussi ce sujet comme étant un sujet entraînant, en fait, devant entraîner un changement de paradigme fondamental. Il y a un esprit collaboratif, un esprit participatif aussi qui préside à ce mode de financement. Et il est important de créer des conditions, de favoriser les conditions dans lesquelles le rapport entre le régulateur et le pouvoir réglementaire et les acteurs de l'écosystème ne soit pas juste un rapport, je dirais, régulateur-gendarme contre usagers, mais plutôt un rapport finalement de co-construction, de copartage, et donc
je dirais d'une certaine manière, de co-responsabilité entre ces différents acteurs. Donc, c'est les points principaux que j'ai retenus. Et donc, il y a un certain nombre de questions. Peut-être, Michel, te laisser la parole s'il y a d'autres questions et puis apporter nos contributions ou poser d'autres questions moi en particulier sur la question de l'appropriation. Alors, je pense qu'on a éclusé la plupart des questions en cours de route sur les tables rondes et que tu as rapporté effectivement cette problématique d'abord du quand le cadre sera présent, et d'agilité. Je pense qu'on peut laisser maintenant la parole au débat. Je voudrais rappeler que cette séquence, c'était du débat, mais c'était aussi, ça a été dit en introduction par André Jeunet, c'est de faire de ce webinaire aussi un objet de proposition pour le futur, pour bâtir le futur ensemble, plus largement au-delà de ce qui se passe de manière très concrète en Tunisie, au Maroc, mais puisqu'on a des participants aujourd'hui de plusieurs pays dans lequel il n'y a pas forcément encore de démarche, en tout cas avancée au même titre que la Tunisie et le Maroc, je me permettrai de leur rappeler qu'ils peuvent s'exprimer et peut-être apporter leur propre témoignage de leur environnement. Merci Fortuné. Donc le débat est ouvert pour quelques interventions ou propositions. J'invite notamment nos intervenants, que ce soit M. Zakaria Nachid, Mahdi Ben Mostafa, Samir et Adnan aussi, éventuellement par rapport aux différents échanges qu'on a eus sur les conditions de réagir par rapport à ces éléments qui ont été avancés par les uns et par les autres. Juste, oui. Si vous pouvez me permettre, par rapport aux conditions de mise en place, donc pour opérationnaliser le crowdfunding, oui, juste pour ajouter que je dois un peu relativiser par rapport aux conditions qui ne sont pas très contraignantes en fait. Si on regarde de près, s'agissant d'une activité financière après tout, il y aura une collecte d'argent, donc il y aura une activité financière proprement dite, avec tout ce que ça implique comme protection des contributeurs et également des porteurs de projets. Donc, il y aura une responsabilité de la plateforme. Mais si on regarde bien les conditions légales mises en place par la loi tunisienne, en tout cas, ce n'est pas des conditions très contraignantes. Elles sont vraiment d'une souplesse très importante par rapport à un métier financier. S'agissant juste, je reviens en 2 mots pour compléter la réponse de Mme Ayed, en ce qui concerne le fait qu'on ait segmenté les 3 types de crowdfunding, c'était plus pour créer une spécialisation. C'est-à-dire que, dans une première étape, faisons en sorte que ceux qui vont faire le métier le fassent avec une optique de spécialisation. Si vous êtes dans l'equity, vous aurez les réflexes d'un investissement en equity. Après, s'il y aurait la possibilité de créer des synergies, on pourrait très bien penser que la loi pourrait être amendée dans ce sens. En plus, d'un point de vue benchmark, on avait vu que ceux qui travaillaient étaient plus dans une spécialisation. Il y avait plutôt des demandes pour le don en tant que tel et des demandes pour l'equity, par exemple, venant de certains intervenants du marché financier. Merci Mahdi pour ces précisions. Néanmoins, je pense, en tout cas, on comprend que cette vision, en tout cas de dire au début, notamment en regardant des marchés peut-être un peu plus matures, que les acteurs, en tout cas pour une majorité, ont eu tendance à se spécialiser les uns et les autres dans leur métier, néanmoins dans des marchés peut-être moins matures, en tout cas du moins sur le crowdfunding, et de taille de marché aussi probablement petit. Il est fort probable que les acteurs au début, en tout cas, pourraient, pourquoi pas, proposer d'une manière intelligente différents modes de financement au projet, surtout pour accompagner certains projets à différents stades de leur développement. Comme on a dit tout à l'heure, on peut un premier porteur de projet commencer par du financement participatif ou du crowdfunding en don avec contrepartie, évoluer vers de l'investissement en capital parce qu'il se structure et devient une vraie start-up. Et à partir d'un niveau de développement, pourquoi pas faire appel à de la dette, donc via des plateformes de prêt, pour rejoindre d'ailleurs par la suite le système financier traditionnel et aller solliciter une banque, solliciter un fonds d'investissement plus important. Et c'est là où on crée une chaîne de valeur, une chaîne de financement qui soit beaucoup plus vertueuse. En tout cas, ce qui est peut-être aussi important, je pense aujourd'hui, c'est que les dés ont été plus ou moins jetés et il faut qu'on avance avec ce qui a été fait, en tout cas ne pas le
négligé. En revanche, et je pense que ça a été le cas, en tout cas pour les deux pays, au Maroc et en Tunisie, c'est que plusieurs éléments ont été mis dans des décrets et qui n'ont pas été gravés dans le marbre, dans les lois, ce qui permettra, et je l'espère, et en tout cas on compte collectivement, on compte sur nos régulateurs en Tunisie et au Maroc, pour être à l'écoute de l'avancée des avancées du développement du secteur en lui-même, pour pouvoir réagir, pourquoi pas faire évoluer la loi, mais surtout faire évoluer progressivement les décrets de loi pour les adapter aux besoins et à la réalité du terrain. Adnan, tu souhaites réagir? À toi la parole. On peut aussi prendre la question de Madame Mouna, comme ça je conclue si tu veux. En tout cas, déjà, je prends la question de Mouna, bien évidemment, et ton intervention, et on va voir pour la conclusion, effectivement. Très bien. Alors Mouna, je n'ai pas compris ta question, si tu peux la reformuler. Donc, en résumé, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, il faut vraiment réfléchir que chaque formule de crowdfunding a un besoin spécifique. On ne peut pas faire, un one size fit all. Et c'est vraiment important de pouvoir donner les meilleures solutions qui correspondent aux meilleurs besoins. Pour que les projets puissent fonctionner, il faut qu'on puisse créer un système autonome. Si on veut s'assurer que les gens créent une dynamique positive, il faudrait qu'on puisse avoir les outils qu'il faut. Les plateformes sont un élément, ça a été dit tout à l'heure, un élément fondamental qui va permettre de pouvoir développer les projets, mais c'est toute une chaîne de valeur qui doit vraiment reposer sur la congruence entre les textes et la pratique. Et un petit mot de la fin, si vous voulez encourager le crowdfunding, mais utilisez les plateformes, achetez, parce que si on n'achète pas, si on n'utilise pas les plateformes, on ne pourra pas améliorer le volume. Et on ne pourra pas créer de la solution qui puisse bénéficier à plusieurs personnes. Voilà. Donc, Mouna, si tu as reformulé ta question. Mouna Boumouche, je t'invite à prendre la parole. Voilà, bonjour Mouna. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver après toutes ces années et de constater tout le chemin qui a été fait. Donc je vais essayer de préciser ma question, c'est que en visitant un peu votre plateforme, mais je parle uniquement des projets qui sont en pré-vente. Donc, effectivement, d'après la réglementation marocaine, c'est un volet au niveau du crowdfunding qui était quand même particulier parce que c'était le seul qui était relativement possible de mettre en œuvre bien avant la loi sur le financement collaboratif. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est juste qu'en ce moment, c'est en stand-by, mais comme j'ai vu que tous les projets étaient je ne sais pas, c'était en zéro, on va appeler ça comme ça. Donc, je n'ai pas très bien compris comment vous avez, quel est le processus de la campagne, on va dire, sur votre plateforme. C'est-à-dire que le porteur de projet vise X produits dans son panier avant de lancer sa production et que c'est ça? Peut-être, ouais, en tout cas, peut-être pas là pour traiter des questions spécifiques. Non, mais c'était juste pour voir le modèle. Donc, à la limite, si on peut en parler. Une réponse peut-être rapide et élargir le champ de la réponse, si possible. Oui. Exactement. C'était juste pour la préciser. Effectivement, il fait l'élargir. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci, Mouna. Sur la plateforme, en fait, il n'y a pas beaucoup de projets parce qu'en fait, on n'a pas de ressources pour pouvoir recruter du staff pour pouvoir gérer et créer de la mobilisation. C'est vraiment une question de ressources parce que une plateforme de crowdfunding, c'est aussi une start-up dont le modèle économique est compliqué. Et donc, on a testé la levée de fonds, machin, mais l'accès au financement local, nous, on n'est pas éligible parce que notre modèle économique n'est pas viable. Et donc, si vous voyez un peu l'historique, vous allez voir d'autres projets qui ont pu, quand on a mis un peu de ressources, on peut avoir des projets. Mais vraiment, il y a une corrélation directe entre les ressources qui sont mises à disposition de la plateforme pour animer la plateforme et faire de la communication et générer du trafic, et en fait, l'exécution, la mise en place des projets. Et je suis disponible après si quelqu'un a plus de questions plus pratiques. Voilà. Merci à Adnan pour ces précisions. En tout cas, tu as signalé quelque chose. On pourrait donner la parole à chacun de nos speakers pour peut-être un petit dernier mot.
Monsieur Zakaria Nachid. Voilà, Monsieur Zakaria, de partir justement. Oui, peut-être. Merci à tous. Merci. Je vois que le débat il est passionnant. Adnan, Samir ou toute l'équipe, nos collègues ou nos amis de la Tunisie. Donc, pour peut-être quelques mots en termes de conclusion. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'un processus, c'est-à-dire la loi n'est pas une finalité en soi. Ça, c'est le premier élément. Moi, j'ai retenu des mots-clés. L'agilité, il faut être agile. On est dans un domaine expérimental, donc on teste. C'est pour la première fois qu'on introduit ce cadre. Donc, il faut être à l'écoute aussi des opérateurs et des acteurs. Et la loi, quel que soit, elle a mis un cadre. C'est un cadre d'intervention. Et c'est la pratique qui devrait définir, je dirais, le visage du crowdfunding, notamment par rapport à l'expérience marocaine, qui serait le financement collaboratif de demain. Donc, aussi, de notre côté, on est conscient, on est dans un process, c'est une approche progressive et de construction. Et tous les éléments qu'on a cadrés dans la loi, c'est un équilibre entre une offre et une demande. Et là, elle essaie de mettre les clés de la régulation. Mais de toutes les manières, elle devrait permettre à chaque acteur de se positionner par rapport à ce cadre et de fonctionner, être dans une approche, je dirais, progressive. Donc, c'est ça peut-être le message qu'il faut passer. Aussi, cet écosystème ne peut pas être bâti par un seul acteur. C'est un écosystème de tous les acteurs, de tous les partenaires de construire. Et aujourd'hui, vraiment, à travers cette loi, on a passé une étape. Je dirais pas, on n'a pas encore atteint nos objectifs, mais on a passé une étape importante pour sa construction. Et encore une fois, merci pour FP1 pour l'invitation et au plaisir d'échanger pour de prochaines rencontres. Inch'Allah. Merci à vous. Merci beaucoup, Zakaria, et à très, très, très bientôt. Mazen, un dernier mot. Oui, merci. Merci, Tamer. La flexibilité, c'est sûr, moins de restrictions, c'est sûr. Mais moi, je dirais plus continuer en fait à travailler, et ça va être important. Expérimenter, travailler, mais travailler ensemble. Et donc, faut collaborer, il faut prendre en compte tout l'écosystème et ne pas ne pas travailler chacun dans son coin. Et ça, on l'a vu. Et par exemple, on l'a vu très bien en Tunisie il y a quelques années avec le Startup Act qui est une loi pionnière ici en Tunisie et qui devient l'exemple un peu partout du travail en consensus et du travail collaboratif entre le privé et le public. Et c'est ça que je pense qui va faire réussir que la loi soit bien opérationnalisée et que le crowdfunding fonctionne bien en Tunisie. Pour moi, je parle de la Tunisie. Donc voilà, travailler ensemble. Merci beaucoup, Mazen. En tout cas, avant de donner peut-être la parole à Fortuné et à André, moi j'entends de ce qui a été dit, c'est vraiment une mobilisation des acteurs. Le crowdfunding n'est pas uniquement une question des plateformes elles-mêmes, c'est aussi une question, en tout cas il y a un sujet pour l'écosystème parce que ces plateformes-là vont permettre de mobiliser des ressources nouvelles, du financement pour des projets entrepreneuriaux, pour des projets sociaux, pour des projets culturels qui ont un impact pour le développement des pays. Donc, il est important qu'on puisse intégrer les plateformes dans cet écosystème, qu'on s'assure qu'ils aient toutes les conditions pour réussir, les conditions de leur viabilité. Il faudrait que ces plateformes se réunissent avec d'autres acteurs de l'écosystème pour réussir ce pari et atteindre les objectifs de développement. Fortuné, à toi la parole. Merci Tamer. Déjà deux choses que je note et en fait en termes de propositions aussi puisque ce temps est censé faire des propositions pour la suite, c'est véritablement travailler à mettre en place, à structurer en fait un écosystème dans chaque pays des différents acteurs du crowdfunding de manière à ce que ce soit finalement des porte-voix auprès des autorités pour favoriser ce travail de co-construction que j'évoquais tout à l'heure. Et puis la deuxième chose, c'est créer un canal finalement, travailler à mettre en place un canal d'échange plutôt constant et régulier entre ces acteurs des écosystèmes et les autorités. La loi est censée vivre, elle n'est pas un acte statique, elle est censée vivre et les décrets d'application qu'on est en train de prendre pourraient être, je dirais, amendés, améliorés au fil de la pratique. Et il est important donc de créer ce canal d'échange permanent entre les acteurs, les plateformes, notamment les régulateurs. Merci Fortuné.
André, le mot de la fin, parce qu'il est déjà 17h10 et on a un petit peu débordé, mais parce que le sujet est passionnant. Donc, André, à toi la parole. On t'entend pas, André? Oui, il y a beaucoup d'énergie et d'intelligence dans cette réunion, c'est vraiment très, très fort. Alors, il faut maintenant qu'on fortifie un petit peu notre cadre. Je pense que financement participatif Afrique et Méditerranée est un beau cadre d'échange international. Et donc, cette dimension internationale, elle est importante aussi. C'est vrai qu'il faut des dynamiques nationales, mais c'est bien d'échanger à l'échelle internationale. Et donc, on attend vos propositions concernant la préparation d'un grand événement où on essaierait de traiter les défis principaux. Quels sont les défis pour vous? Faites-nous remonter vos propositions, adhérez à notre association. Et puis aussi, peut-être qu'il faut un grand événement international et peut-être qu'il faut aussi renouveler le webinaire sur le modèle d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, on va travailler dans chacun des pays et on va travailler aussi à l'échelle internationale. Si on a un webinaire, je ne sais pas, tous les 6 mois ou tous les ans, ça nous donne ça scande un peu notre calendrier, ça nous donne on est en communauté pour travailler, en communauté de pairs, et ça nous donne de l'énergie, de l'inspiration, etc. C'est très précieux. Donc voilà, faites-nous des propositions et participez aux travaux internationaux. Je pense que ça, c'est important. Fortuné, le juste dernier mot. Alors. On a oublié, en fait, j'ai vu une main levée du Sénégal, je crois, mais on n'a pas pu répondre à la question. C'était une question sur l'adaptation, ou en tout cas la manière dont les textes adoptés en Tunisie et au Maroc tiennent compte des réalités socio-économiques ou locales, je crois. C'était la question, mais bon, la personne elle lève la main. Voilà. Monsieur Papis, je crois, qui pose une question du Sénégal. Alors, notre ami du Sénégal, et ça nous permettra de faire une ouverture à nos voisins de l'Afrique subsaharienne. Alors, Monsieur Papis, à vous la parole. Soyez bref, c'est vraiment le mot de la fin. Le 3e ou le 4e mot de la fin. Bonsoir, vous m'entendez? Bonjour. Oui, bonsoir. C'est avec un vrai plaisir que j'aimerais vous adresser sur cette webinaire de haute qualité. Et je me réjouis aujourd'hui de participer à cette webinaire parce qu'en 2018, nous étions ensemble au niveau à Dakar, au niveau du King Fahd Palace et qui est du King Fahd. Et c'est encore un vrai plaisir en tant qu'entrepreneur qui évolue également dans la société civile sénégalaise au niveau du Forum social sénégalais. Et le crowdfunding, selon ma conception, c'est presque des tontines électroniques. Et c'est pourquoi j'ai posé tantôt la question en droit de savoir est-ce que le Maroc, qui est déjà en avance par rapport au processus de régulation, est-ce qu'ils ont tenu compte des réalités socio-économiques ou politiques du Maroc dans cette loi? Parce qu'on a vu que la plupart des lois que nous adoptons de la France au niveau de l'Afrique en général sont difficiles à l'application, posent énormément de problèmes vis-à-vis du fait que les réalités socio-économiques ne sont pas les mêmes. Donc, c'est pourquoi j'ai posé cette question et je tiens à vous remercier et vous adresser toutes nos félicitations. Merci. On ne t'entend pas, c'est mal. On ne t'entend pas le micro. Désolé, je faisais mon André. Ce que je disais, désolé, Monsieur Papis, en tout cas, nous n'avons plus le temps pour répondre, développer en tout cas une réponse à votre question. Peut-être une première réponse et qui est, je suis certain que les deux écosystèmes, les deux régulateurs des deux pays ont fait le travail et l'effort pour essayer de coller au maximum le cadre aux réalités, mais ça, on ne peut le vérifier qu'avec la pratique et en étant sur le terrain et en faisant développer le secteur petit à petit grâce à ces acteurs, grâce à tout l'écosystème. Des plateformes toutes seules
ne pourront pas se développer. Elles ont besoin à la fois des acteurs de l'écosystème pour sélectionner les projets, de mobiliser les épargnants d'une manière générale, de travailler avec les banques parce qu'ils sont des dépositaires et travailler avec les systèmes de paiement parce que c'est comme ça qu'on pourra faciliter les transactions. Et il faut continuer une relation constante et organisée avec les régulateurs pour faire évoluer les cadres réglementaires et qu'ils soient plutôt un accélérateur, un tremplin du secteur et ne soient pas bien évidemment quelque chose qui va freiner son développement parce que rappelons-nous au final, ce que nous cherchons tous, c'est le développement des territoires, le développement des pays par le financement des projets et des porteurs de projets. C'est vraiment peut-être le dernier mot, si vous permettez, et on va clôturer ce webinaire. Merci à toutes, merci à tous pour votre participation. Vous étiez nombreux aujourd'hui et nous sommes heureux. Je réitère les propos qu'a dit tout à l'heure André. Rejoignez-nous, n'hésitez pas à nous envoyer à la fois vos questions auxquelles on n'a pas pu répondre lors du webinaire, mais également vos propositions. On se voit vraiment comme une plateforme pour soutenir le développement du secteur dans les différents pays de la région et de soutenir les acteurs en local. Nous allons soutenir et travailler avec les acteurs en local pour qu'il y ait des représentations locales. On est là pour les soutenir. On les considère comme des petites sœurs ou des frères, peu importe. Mais l'idée, c'est que tout l'écosystème se développe. Merci à toutes, merci à tous et on vous dit à très bientôt. Au revoir.